j'ai réussi à être en retard en étant devant mon live. Un plaisir! En retard devant le live! Bah, incroyable ça! Bah dis donc, c'est fou. J'adore. Eh ouais, en retard devant le live. Jamais vu ça. Bref. Je suis toujours connecté. Ah ouais. Voilà. On juge pas ici. Bref, du coup, on va regarder les deux réacts de prévu. Du coup, salaire. Les salaires en e-sport de Polyart. Et une vidéo d'ego. Dans tous les cas, c'est égaux. J'ai envie de vous dire. Voilà. C'est juste égaux. À partir du moment où il y a une vidéo d'ego, on la regarde, voilà, c'est tout. Voilà, c'est juste les vidéos d'ego sont incroyables. Oh, une mouche. Oh non, j'ai essayé de lui mettre une pichenette, j'ai pas réussi. Bref, ça n'a aucun rapport. Du coup, on va se regarder la vidéo de Poly Earth. My English are beautiful. Nice. Bref. Voilà. Et juste, je préviens, même si c'est dans le titre, j'ai dit sur Discord, il n'y a pas de survie. Savoir maintenant, c'est à cause des problèmes de TPS, du Nether qu'on a vu la dernière fois. C'est le bordel, ça me saoule, ça me prend tout mon temps, ça me pète les couilles. Alors que normalement le serveur, dès qu'il est setup, il est setup. Voilà, à la limite, il y a un ou deux problèmes, on règle ça, on enlève un enchant parce que c'est trop et voilà, ça on peut. Bon, c'est juste des optimisations. Là, je vais reset le serveur, je vais recréer les mondes, mettre les datapacks au fur et à mesure. Je vais voir. Ah, bref, voilà. Salut Nova. Salut, salut. Ouais, ça va, tranquille. Un peu épuisé par rapport à ce que je viens de dire, mais ça va. Voilà. Hop. Voilà. Bon, du coup, on va regarder ça. Ah oui. Alors. Et il n'y a pas de vérité absolue ou de salaire absolu. Le contexte est posé, maintenant on va pouvoir répondre à la question que vous vous posez tous. Un joueur pro, ça gagne combien par mois?
Oh, ça Donc, varie on beaucoup. va d'abord commencer par les jeux individuels, les petits jeux, bref, les jeux où il n'y a pas vraiment de mercato. Ouais, faut bien optimiser le watch time, on va parler des gros jeux à la fin. On va commencer donc tout de suite par Super Smash Bros Ultimate. Il y avait un truc, un tournoi par rapport au monde entier, je crois récemment, j'ai vu, et toi l'avais tweeté. J'ai un doute, hein. Et je crois qu'il y avait un gros tournoi il y a pas longtemps. SSBU est un jeu assez particulier en e-sport. Malgré une énorme popularité, il est très coûteux car il se pratique quasiment uniquement en offline. Beaucoup de gros tournois se déroulent outre-Atlantique et les bénéfices sont moindres car Nintendo, l'éditeur du jeu, ne supporte pas la scène compétitive et ne donne pas d'argent à la scène, que ce soit aux structures directement ou pour organiser des tournois ou des événements. C'est même pire, elle met des bâtons dans les roues aux smashers en interdisant certains tournois. Sur Smash, les joueurs gardent leur cash prize quasiment tout le temps et les voyages sont assurés par la structure, donc les salaires ne sont pas incroyables. Dites-vous, pour du top 20 français, on est autour de 200-500 euros par mois, pour du top 10 entre 600, 700, 800 euros par mois, et pour les joueurs de classe mondiale comme Gluttony, les choses deviennent plus compliquées. On est en sport, donc un truc important, c'est de garder les joueurs. Ouais, les grosses structures vont s'arracher les top mondes et proposent des salaires de plus en plus gros. Mais en plus des salaires, d'autres choses entrent en jeu. La fanbase de la structure, si l'équipe peut proposer une gaming house, des locaux, des bootcamps, c'est-à-dire le fait de se réunir à plusieurs au même endroit afin de s'entraîner à un jeu avant des gros tournois. Pour Solaris, c'est vite vu, c'est la deuxième structure française avec la fanbase la plus active, clairement la plus grande structure française sur Super Smash Bros. Donc ça, c'est déjà très attractif pour les joueurs et c'est un avantage sur le contrat de base par rapport aux autres équipes. J'ai une source que je citerai C'est un gros avantage quand même. pas parce que je veux pas la mettre dans la sauce, qui m'affirme que le salaire de Gluttony avant son incroyable Genesis 8 était aux alentours de 2000 euros par mois, ce qui est un excellent salaire dans le milieu de Smash. On rappelle qu'à côté il a ses cash prizes et ses voyages sont défrayés. Il a une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, des sponsors personnels et certains disent qu'il serait passé aux alentours de 3000-4000 euros par mois depuis qu'il est dans le top 10 mondial et qu'il performe à des super majors. Ouais, quand un joueur devient de plus en plus fort dans la même structure, son salaire peut être revalorisé, un peu comme une augmentation. D'ailleurs, j'ai pas le salaire de MKLeo, mais perso, je pense pas qu'il soit en dessous de 5000 euros par mois si vous voyez ce que je veux dire. Pas la rêve du Donc, joueur, cette mais section ça. s'appelle les jeux de cartes, et TFT c'est pas un jeu de cartes, mais faut bien que je le mette quelque part. Bah les jeux comme Hearthstone ou TFT, c'est typiquement le genre de jeu où les salaires sont les plus bas. Peu de viewers, beaucoup d'aléatoires, d'ailleurs certaines personnes pensent qu'il ne devrait y avoir tout simplement pas d'e-sport sur ce genre de jeu, à cause de la RNG omniprésente. Par exemple dans Hearthstone, si vous piochez pas les bonnes cartes au bon moment, bah vous avez beau être le meilleur joueur du monde, vous gagnerez pas si votre adversaire a plus de chance que vous. On est donc sur des salaires très petits, genre 400-500 euros par mois. Bah ouais, c'est full luck. La carte, elle est tirée au sort, t'es en mode. Ah yes. Et en face, il a une carte de baiser, il te nique tout ton jeu, et c'est super. Pour les top mondiaux TFT dans les petites structures, et pour les joueurs Solari cassés, tout ça, on tourne autour du SMIC, donc à tout péter 1400 euros par mois. Et il y a tout à parier que c'est encore plus petit sur les autres jeux de cartes, même si avec tout ça, on rappelle que les déplacements sont payés et les cash prizes reviennent aux joueurs. Le Hearthstone est très particulier d'ailleurs, car le jeu coûte très cher aux structures, un peu comme FIFA. Ouais, c'est un jeu pay to win et la compétition sur les jeux pay to win est extrêmement coûteuse. Ce coût est donc déduit des salaires des joueurs qui seront plus petits que la moyenne pour équilibrer. Pour FIFA, il faut pas que les bons joueurs, et dans Hearthstone, il faut récupérer les bonnes cartes dans les boosters, qui peut coûter plusieurs milliers d'euros aux structures. L'autre truc important de rappeler, c'est que l'e-sport FIFA est très poussé par les vrais clubs de foot, qui sont richissimes par rapport aux clubs e-sport. Il est assez connu que les salaires des meilleurs joueurs du monde de FIFA tournent autour de 1000 et 5000 euros par mois, c'est un peu une exception dans le jeu. Il a dit 5000, alors que c'est marqué 50 000. Des meilleurs joueurs du monde de FIFA tournent autour de 1000 et 5000 euros par mois, c'est un peu une exception dans le jeu. Maintenant, il est temps de parler des meilleurs jeux du monde. Ah, les FPS. La FGC désigne la Ah non. Fighting Games Community, ou la communauté des jeux de combat en français. Les jeux de combat ont souvent été la bête noire de l'e-sport. Il est très J'ai dur de devenir excellent rien sur compris. les jeux, ils sont demandants techniquement, ils se pratiquent en offline, vous êtes seul à être responsable en cas de défaite ou de victoire. Bref, c'est assez rude de devenir pro sur ce genre de jeu. Aujourd'hui, les jeux les plus populaires de la FGC sont Street Fighter, Tekken, Guilty Gear et DBFZ, avec un peu en fond Mortal Kombat. Là encore, c'est un e-sport qui coûte très cher en déplacement, mais contrairement à Smash Bros, ce sont des jeux qui sont designés pour la compétition, et les différents éditeurs injectent énormément d'argent dans leur scène. Donc en FGC, les jeux qui rapportent le plus, c'est Dragon Ball Fighter Z et Street Fighter. En fonction des équipes et des joueurs, certains top mondes ont des salaires entre 2000 et 5000 euros par mois. Des Wawa chez BMS, des Mr. Crimson, des Angry Birds, bref, des mecs qui peuvent gagner des Evo. On n'est pas trop loin pour Guilty Gear et Tekken, mais sur ces jeux, seule une infime partie, pas plus d'une vingtaine, vraiment a un vrai salaire. Même si je vous assure qu'avec l'arrivée de Project L, le jeu de combat de Riot Games, toutes les grosses structures vont aller dessus et les salaires pour les joueurs vont vraiment step up. Ah ouais, c'est vrai qu'il va sortir leur jeu. Je sais pas ce que ça va donner, moi je m'y connais pas du tout en jeu de combat. Mais c'est. Je pense que personne s'y attendait qu'ils sortent un jeu comme ça.
Un jeu de combat, ok. On termine cette partie sur les Pourquoi petits pas. jeux avec Trackmania, le jeu de course de Ubisoft qui est très populaire en France, d'abord parce qu'on a les meilleurs joueurs du monde, et ensuite grâce à l'influence de Zerator et des ZRT Cup qui ont propulsé le jeu à des niveaux de popularité indécents. Alors les chiffres doivent être assez bas pour les joueurs des petites équipes, mais dans un documentaire de France 3 Occitanie mon gars, il est dit que le joueur de la Carmine Corp Bren gagne 3000 € par mois. Alors est-ce qu'il compte les cash prize dedans ou pas? Je sais pas. Perso pour un joueur de son acabit dans une équipe comme la Carmine Corp ça m'étonnerait pas. Bref, maintenant on va pouvoir passer un cap, des plus gros jeux, et des plus gros salaires. Ouf. Alors ça, les salaires vont monter là. Alors pour League of Legends, ça va être un peu compliqué, on va étudier 3 niveaux de salaires différents. D'abord les salaires de la LFL, la Ligue française, ensuite de la LEC, la Ligue européenne, et ensuite on regardera les salaires de la LCK et la LPL, respectivement la Ligue coréenne et la Ligue chinoise, qui sont les plus grosses ligues en termes de niveau actuellement. En LFL, la Ligue française de League of Legends, les salaires sont très différents les uns des autres, comme dans tous les jeux à mercato et à ligue fermée, les joueurs les plus forts et les plus expérimentés auront un meilleur salaire que les rookies moins bons joueurs. Donc on a des très grosses fourchettes allant de 1500 à 2000 € par mois pour les joueurs les moins bons et ceux qui montent depuis la division 2, et plus de 10 000 € par mois pour les excellents joueurs ou les gars qui descendent de la LEC. Mais comme je le dis, c'est très variable, ça dépend des joueurs, mais aussi des structures, des avantages négociés, bootcamp, tout ça. Un Saken, légende de la LFL chez la Carmine Corp, ça a pas le même salaire que Raxo, le support de GameWard, même s'ils sont dans la même ligue. En LEC, on passe un cap, on a des salaires de minimum 10K par mois, et ça sort pas de nulle part. Wax, un des membres de Solari, en avait parlé dans un de ses streams, donc je pense que c'est une source plutôt fiable. Sachant que le salaire minimum en LEC c'est plus de 60K par an, soit 5000 € par mois, mais je vous assure qu'il doit pas y en avoir beaucoup à 5000 € par mois. Pour la LCK, donc la ligue coréenne, celle avec le plus haut niveau, on savait en 2020 que le salaire minimum était de 12 000 € par mois. C'est beaucoup, mais on sait aussi qu'il y a eu une augmentation de 70% à cause de l'explosion de l'e-sport et la montée exponentielle des salaires, en partie à cause du Covid. On est plus sur du 20K minimum, et des mecs comme Faker sont probablement beaucoup mieux payés. Sachant qu'en plus, si vous connaissez pas les mercatos, il y a un truc qui rentre en jeu. Les joueurs peuvent être achetés, et là ça devient très intéressant pour les clubs d'un coup. Imaginez que je signe Caliste, le nouvel ADC de la Carmine Corp, dans mon club avec un contrat genre de 3 ans en LFL. Après une année monstrueuse, il est approché au hasard par Fnatic, qui veut le prendre dans sa team LEC en division supérieure. Bah le truc c'est que le contrat il est pas fini, donc Fnatic ils vont devoir dépenser de l'argent pour payer Caliste avec son salaire certes, mais aussi pour racheter son contrat, et cet argent il va pas aux joueurs, mais aux détenteurs du contrat, c'est-à-dire au club. Imaginons que j'ai récupéré Caliste gratuitement vu que son contrat en Div 2 arrivait à terme, je le revends après un an pour genre 25K, et bah au final j'ai fait 25 000 € de bénéfices, et c'est un truc important à prendre en compte dans les jeux à mercato. C'est pas mal. Oh, Rocket League. C'est simple, il y a une trentaine de joueurs au top mondial à tout péter. Slovatira, le meilleur joueur du monde actuel, un top player sur RL, ça gagne entre 20 et 30 000 € par mois, sachant qu'en plus, les joueurs gardent tout leur cash prize, et ça c'est un assez gros problème que je vais aborder maintenant. Pourquoi l'e-sport n'est pas rentable? Regardez, pour Rocket League, vous devez payer des salaires faramineux aux joueurs, et en plus, ils gardent la totalité de leur cash prize. Ce qui fait qu'en tant que structure Rocket League, vous ne générez de l'argent que grâce aux sponsors et aux skins vendus sur le shop, où Psyonix prend au passage une petite commission. Il n'y a pas de droit TV, l'e-sport est gratuit à regarder, il n'y a pas beaucoup de merch qui se vend, bref, l'e-sport c'est un gouffre financier monumental, et cette augmentation des salaires en est en partie la cause. Il faut soit que les joueurs ne gardent pas tout, soit que les salaires finissent par baisser. C'est pourquoi énormément de ligues veulent imposer des salary cap, notamment en LFL, où on veut imposer un salary cap, soit un plafond de salaire de 200 000 € par an par équipe, donc des salaires grand max à 3 000 € par mois par joueur, ce qui permettrait d'un peu stopper cette dynamique d'explosion des salaires. Bah ouais, parce que sinon en fait ça fait de la surenchère. Et surenchère sur surenchère, etc. Et c'est l'entreprise qui aura le plus de trésorerie, quoi. C'est pas fou. Counter-Strike, c'est probablement l'e-sport avec les plus gros salaires si vous voulez mon avis. En fait, c'est même pas mon avis, y a pas de doute. Valve, le créateur de Steam et de CS, injecte énormément d'argent dans la scène, c'est un des e-sports avec le plus de viewers et c'est le cas depuis plus de 10 ans. Les équipes profitent de la vente de skins et des sponsors de casino à skins en ligne, c'est pas du propre pour certaines équipes, bref, y a pas mal d'argent sur CS et les salaires sont très élevés. On va commencer par les plus hauts, des mecs comme Zaiwo ou Simple gagneraient apparemment entre 50 000 € par mois, c'est des joueurs stars avec une énorme exposition qui sont très puissants sur le plan sportif et qui sont très demandés par le reste des équipes. Maintenant, la plupart des joueurs au plus haut niveau de CS ont des salaires allant entre 10 et 30 000 € par mois, sachant que ça dépend beaucoup de l'endroit où les joueurs vivent. En effet, des joueurs qui vivent en Suède où le coût de la vie est très cher gagneront plus facilement des grosses sommes que des joueurs russes, où là on est sur un pays où les prix sont globalement plus bas, et ouais, il est important de se rappeler que l'argent, ça n'a pas la même valeur partout, et ça joue aussi en e-sport. Pour Valorant, le CS de Riot, c'est un peu différent. Le marché des skins est très différent, il n'y a pas autant d'argent pour les stickers, il n'y a pas les grosses consos de casino en ligne ou de milliardaires qui font du blanchiment d'argent, bref,
RF, il y a moins d'argent. En ERL, donc dans la ligue nationale, les salaires doivent pas dépasser les 2000 € par mois pour la plupart des joueurs, et pour les VCT, soit le niveau international, en Europe et aux US, les salaires minimums sont de 50 000 € par an, soit à peu près 4000 par mois, sauf que, dans un live de Shroud, il disait qu'un joueur de VCT gagnait entre 5 et 20 000 € par mois. Des moyennes probablement biaisées par des joueurs stars qui font du streaming à côté, genre Tenz, Shazam ou Sinatra à l'époque, et toujours d'après Shroud, les structures prennent une belle part du cash prize que les joueurs gagnent en tournoi, ce qui peut expliquer les plus gros salaires pour faire passer la pilule auprès des joueurs. On voulait pas participer à cette espèce de truc de je suis un ancien joueur CS, je gagnais 20K. Donc là, j'en veux au moins 15 pour Valo. Non, ça marche pas comme ça ici. 2 minutes, attends, là, 2 secondes. Ici, il n'y a pas de site de poker et de machin qui sponsorise et de bitcoin. Ouais, il n'y a pas de crypto.com. Il n'y a pas de crypto et de site de cul qui nous sponsorisent. Donc, si tu veux, les budgets, c'est pas les mêmes. Hein. Donc, tu vas te calmer 2 minutes. Donc, on remet les salaires un petit peu à taille humaine pour les joueurs. Et en fonction de ce que rapporte le club, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais en même temps, on a essayé de leur apporter un petit peu plus. C'est-à-dire, on est aussi une agence pour eux, un petit peu. On leur négocie parfois des OP, parfois des sponsors pour eux-mêmes. On essaie de les aider à streamer. On leur offre des bootcamps. Tu vois, typiquement, on leur a dit, il y avait 2 de nos joueurs que je vais pas citer bien sûr, qui avaient une offre un tout petit peu plus avancée sur une autre équipe, et on leur disait, bah regardez, nous on a 200 € par mois sur le salaire, mais en fait il y a 3 bootcamps prévus dans l'année, alors que l'autre équipe vous en avez 0. Et donc typiquement, voilà, sur ça, tu gagnes, ouais. Ça va peut-être pas vous convaincre, mais en tout cas, en team building, je pense qu'on sera plus fort. Et donc, on essaie de négocier avec des choses qu'on sait faire et qu'on peut faire. Perso, je pense qu'on a fait le tour. Alors, il y a plein d'autres chacun ses avantages, quoi. Différents. Mais globalement, dites-vous qu'à part Faker sur LoL, il n'y a pas grand monde qui dépasse les 50 000 € par mois. Et surtout, rappelez-vous qu'il n'y a pas que les chiffres en e-sport. Les salaires sont probablement trop chers pour ce que l'e-sport rapporte et il va bien falloir un moment qu'ils baissent, on le veuille ou non. Quant à nous, on se dit rendez-vous dans 2 semaines. Je pense qu'ils vont pas baisser, ils vont chuter d'un coup. Mais pour moi, genre ils vont chuter d'un coup, les plus gros salaires, etc. Mais genre, genre la courbe va faire ça pour les plus gros salaires et après ça va se stabiliser et ceux qui gagnaient le moins vont peut-être gagner plus aussi. Ce qui va plus les inciter à rester, pas besoin de faire un autre travail à côté. Du coup, pour une c'est un vidéo avantage. Un peu plus storytelling. On se dit à la prochaine. Ok, pas mal. Maintenant, on va passer au papa, on va dire. Au papa des vidéos à réac. Ego. Ce monstre. Voilà, quête impossible d'un survie de Il y a Trackmania. un jeu qui me fascine doucement Alors, je m'en fous des sous-titres. depuis quelques années. C'est un jeu qui s'appelle Trackmania, auquel je joue assez rarement, puisqu'il faut très vite faire des efforts, et de manière assez ironique considérant le contenu de cette chaîne, avec l'âge, je sens qu'en tant que joueur, je m'éloigne petit à petit de tous les jeux qui demandent de faire des efforts sur le long terme. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je ne peux pas m'empêcher de regarder des individus pour qui l'effort est un élément indispensable de l'expérience du jeu vidéo, pour ça aussi que je n'ai pas pu détourner le regard quand j'ai découvert l'existence de Deep Fear. Deep Fear, c'est un circuit Trackmania gigantesque, gangréné par des bugs visuels, cette monstruosité qui n'en a peut-être d'ailleurs pour vous pas encore l'air. C'est un circuit affreusement complexe pour une myriade de raisons différentes qui ne demandent pas aux joueurs qui s'essayent à ces virages seulement un niveau de classe mondiale, mais aussi, et c'est là que le bas blesse, une détermination, une pertinacité poussée si loin qu'elles en frôlent l'aveuglement. Terminer ce circuit comme il a été conçu pour requiert que le joueur qui s'y essaye donne bien plus que ce qu'il semble acceptable d'attendre d'un individu qui joue simplement à un jeu vidéo. Et pour comprendre tout ça, comme d'habitude, on va revenir à la source. Alors, je me permets juste de me détacher un peu de mon écran, déjà parce que ça fait du bien, je me trouve d'ailleurs dans un endroit assez mignon qui n'est pourtant pas loin de la grande ville dans laquelle j'habite, mais surtout pour me permettre de regarder l'heure. Ça fait à peu près 1 minute que la vidéo a commencé, et si je regarde cette montre, c'est pour vous parler de cette montre qui m'a gracieusement été envoyée parmi d'autres par Holzkern, les sponsors de cette vidéo. En question, pas que moi qui pensais la de ma poche, la vidéo, c'est fin lunettes ou inscription % de réduction. Et oui, c'est un jeu de course d'arcade, ou plutôt ce sont des jeux de course d'arcade qui appartiennent tous à la même franchise et qui ont, soyons francs, par moments, et même assez souvent, l'air relativement simple. C'est peut-être d'ailleurs le contraste entre leur apparente facilité et leur extrême complexité qui me fait rester. Le Trackmania sur lequel se dérouleront les événements de cette vidéo a quelques années maintenant, c'est Trackmania Nations Forever, qu'on va appeler TMNF, et dont le but est tout aussi simple que pour les autres Trackmania. Vous conduisez une voiture que vous contrôlez avec 4 boutons, gauche, droite, avant, arrière. Vous êtes placé sur un circuit, soit ceux de la campagne officielle, soit les milliers créés par la communauté, des circuits donc que vous devez terminer le plus rapidement possible en partant d'une ligne de départ, en passant par des points de contrôle obligatoires et en finissant par franchir une ligne d'arrivée. Il n'y a pas de collision avec les autres voitures, ce qui veut dire qu'en course, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des positions des autres pilotes, pas de crainte à avoir concernant un choc physique. Votre adversaire, c'est le circuit. De toute manière, et c'est pour ça qu'on désactive le mode fantôme. Parce qu'on s'en fout de voir les autres. Voilà.
On va dire quasiment toutes les heures que vous passerez sur ce jeu, vous les passerez seul à rouler un circuit en boucle pour améliorer votre temps de quelques secondes, puis de quelques dixièmes, quelques centièmes, quelques millièmes. On trouve sur Trackmania différents types de circuits, mais le plus populaire est ce qu'on appelle la tech, la piste standard sur laquelle les roues accrochent très bien, avec beaucoup de virages tendus, et sur laquelle surtout se sublime la mécanique la plus importante du jeu, le drift, soit le dérapage, visible aux traces des roues sur la piste, et qu'on enclenche en tournant sa voiture dans le sens désiré, et en maintenant le frein plus ou moins longtemps. Pour devenir bon en Trackmania, il faut devenir bon en drift, une maîtrise qui, couplée à une lecture de la piste, à une gestion des vitesses, et à une analyse des lignes, donne au jeu toute sa complexité. Trackmania, c'est un jeu de précision pure, précision de trajectoire, associée à une précision de timing, le tout sur des circuits qui ne sont jamais les mêmes et qui demandent aux joueurs de s'adapter en permanence, utilisant un instinct forgé par des milliers d'heures à apprendre comment réagit la voiture sur telle portion de route, puis sur telle autre, et affrontant d'autres joueurs sur des cartes qui vont voir des individus se battre pour quelques centièmes, voire quelques millièmes de seconde à peine. Trackmania, c'est un jeu de détails dont les mécaniques vont bien plus loin que ce que ces seules 4 touches nécessaires pourraient laisser imaginer. Bon, ça c'est le jeu de base, mais notre histoire va se dérouler sur une piste qui appartient à un genre à la fois similaire à la tech et à la fois très différent. Si ça c'est de la tech, ça, c'est du full speed. En gros, ça va plus vite. Quand vous jouez du full speed, vous ne relâchez jamais l'accélérateur en roulant sur des maps qui vous font passer sur des boosts, vous faisant atteindre des vitesses visiblement anormales sur des circuits construits pour, avec d'immenses rampes, de larges virages et des loopings sur lesquels vous allez devoir essayer de survivre à plus de 500 km/h. Sauf que la difficulté du full speed va en fait bien plus loin que l'esquive d'obstacles sous haute vitesse. Figurez-vous que pour les joueurs de full speed, ne jamais relâcher l'accélérateur et prendre les boosts que leur offrent les circuits, ce n'est évidemment pas assez. En bons joueurs de Trackmania, ils ont très vite cherché une manière d'aller plus vite encore, et ils l'ont très vite trouvé. Bon, je vous montre. Ça, c'est une mécanique qu'on appelle le speed drift, une variante du drift qui ne peut s'effectuer qu'à partir de 400 km/h et que vous déclenchez soit en lançant un petit drift manuellement, soit, plus souvent, en profitant de la courbure des blocs et des sauts pour tourner fortement de manière à ce que le drift se lance seul. Bref, ça, ce n'est pas très important. Quelle que soit la manière que vous utilisez, il faut que votre drift soit assez petit pour que vos pneus arrière passent sur les traces des pneus avant. Quand c'est fait correctement, la mécanique permet au véhicule d'accumuler de la vitesse, ce qui, sur les longs circuits de full speed, peut faire gagner à son pilote des secondes entières. Autant vous dire que sur Trackmania, où les joueurs s'affrontent pour des millièmes, c'est absolument indispensable. Le speed drift, c'est une science en fait assez complexe. Au-delà du fait qu'il faut savoir quand les déclencher et combien de temps les maintenir, il faut aussi considérer que le pourcentage de superposition optimale des roues varie en fonction de la vitesse du véhicule. En gros, plus vous allez vite, plus il faut que la superposition augmente. Bon, des circuits full speed, il y en a pour tout le monde. Je vous invite d'ailleurs à essayer, c'est super sympa à rouler. Sauf qu'ici, évidemment, le circuit dont je vais vous parler n'est pas tout à fait aussi accessible que ceux que vous tenterez peut-être. En fait, dans le monde du full speed, c'est peut-être même le circuit le plus atroce qui soit, et vous connaissez à vrai dire déjà son nom. Nous voilà de retour sur Deep Fear, de son vrai nom... Mais juste la map, elle fait peur. Elle fait peur, frère. Elle est infinie. 128 puissance 3, Deep Fear, que son créateur lui a donné en raison de sa taille. Là où un circuit classique de Trackmania se situe généralement à l'intérieur d'un stade dans un espace de 32 blocs dans toutes les directions, une zone déjà généralement plus qu'assez grande pour n'importe quelle map, Deep Fear occupe un espace de 128 blocs dans toutes les directions. Pour vous donner une idée, pendant que mon PC est en train de brûler en essayant de charger toute la map, le stade qu'on a vu quelques secondes plus tôt, il est juste là. C'est grand. Peut-être parce que la map, quand on ne fait aucune erreur, et on en reparlera, dure quasi exactement 10 minutes, et qu'en full speed, chaque minute de gameplay requiert de grands espaces. Ce que provoque surtout cette taille gigantesque, on l'a vu plus tôt, c'est une souffrance des ordinateurs qui cherchent à la faire tourner, comme vous le prouvent ces belles images à 20 fps, et moi je n'ai pas besoin de jouer. La première difficulté de cette map, c'est bien son poids. Deep Fear est créé en 2015 des mains d'un mappeur roumain spécialiste du full speed du nom de Winty, et la map durant ses premières années d'existence n'est jamais terminée, principalement parce qu'elle n'est pas jouer. Les joueurs en entendent en fait très vite parler et n'hésitent pas à récompenser la map après avoir vu la vidéo de présentation. Le problème, c'est que ceux qui s'y essayent en jeu sont immédiatement découragés par le fait qu'il est très difficile de faire tourner le circuit correctement, quelle que soit la puissance de leur PC. En fait, sur Deep Fear, ce n'est pas seulement que votre jeu devient lent, c'est même qu'il crache. Il faut attendre 5 longues années pour que le problème soit réglé. Un mode du nom de TM Limiter va permettre aux joueurs de ne charger qu'une zone définie autour du joueur, évitant d'avoir à faire tourner le circuit entier en permanence. On est en 2020, donc, et le premier à décider sérieusement de se mettre à la complétion de Deep Fear en apprenant que le circuit n'a jamais été fini par un joueur, c'est Virtual. Vous le connaissez peut-être déjà, Virtual c'est aujourd'hui de loin le plus gros créateur de contenu Trackmania, un Norvégien très sympa qui a connu il y a 3 ans une croissance spectaculaire sur YouTube et qui est aussi un excellent joueur de Trackmania. Alors en 2020 ce n'est pas le géant de Trackmania qu'il est aujourd'hui et il n'a pas non plus tout à fait le même niveau, mais c'est déjà un très bon joueur connu pour ses cuts sur les circuits de la campagne officielle de TMNF et qui décide de tenter la complétion de Deep Fear en stream. Ce genre de choses c'est toujours très bon pour vous donner une idée de la difficulté d'un
un circuit. J'aurais pu le jouer moi-même et ne jamais passer le premier checkpoint, que ça ne vous aurait pas vraiment renseigné sur sa difficulté. Moi, je ne suis pas bon au jeu. Virtual, lui, en 2020, l'est déjà. Alors, sur Twitch, il commence à jouer Deep Fear, une map qui, quand elle est faite d'une traite, dure théoriquement une dizaine de minutes. Le Norvégien prend 17 heures pour arriver au bout. Bon alors, bravo pour sa détermination, clairement moi je n'aurais jamais pu, mais 17 heures ça vous questionne peut-être, le niveau est très dur d'accord, mais loin d'être impossible. Et vous avez raison, je vous ai parlé d'un niveau affreusement complexe, et le voilà déjà terminé. Bon, la difficulté ici ce n'est pas une difficulté de complétion, même si bon, ni vous ni moi n'y arriverez en moins de quelques jours, voire quelques semaines, mais pour les meilleurs joueurs du jeu, qui sont habitués à passer des heures, voire des jours à améliorer leur temps pour prendre des records du monde, la vraie difficulté réside dans le fait de terminer Deep Fear d'une traite, sans réapparaître. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, un circuit c'est une ligne de départ, une ligne d'arrivée et des points de contrôle obligatoires entre les deux qu'on appelle des checkpoints. Ces checkpoints ont deux utilités. La première c'est vérifier que le joueur roule bien le circuit sans prendre de raccourcis. La seconde c'est réapparaître au dernier checkpoint emprunté si vous le souhaitez. Par exemple, quand vous ratez un virage ou que vous prenez un mur, vous appuyez sur un bouton et vous recommencez au dernier checkpoint que vous avez pris. Quand vous roulez le circuit en une fois, ces réapparitions n'ont pas d'importance, mais sur des maps comme Deep Fear, quel que soit le joueur, il va falloir réapparaître parce que chaque checkpoint ici est très compliqué à passer et tous les joueurs vont devoir recommencer chacun d'entre eux des dizaines voire des centaines de fois, les uns à la suite des autres. C'est de ça dont parle l'histoire que je vous raconte, des joueurs qui luttent pour finir Deep Fear en réapparaissant le moins de fois possible, de manière à avoir les meilleurs temps possibles, avec, comme d'habitude, à la clé, le record du monde. Ce qui est amusant, c'est que lorsque Virtual termine Deep Fear en 17 heures, le 1er juin 2020, devenant le premier individu à terminer le circuit en 5 années, le jour même, deux autres joueurs le terminent juste après lui. Execution en 2h32 et Don't Care en 2h18. Ce qui différencie ces deux joueurs de Virtual, c'est que eux sont de base des joueurs full speed. Execution, un Norvégien, va terminer le circuit 2 fois de plus en 24 heures, puis il laissera rapidement Deep Fear de côté en tant que joueur. Don't Care, un joueur américain de 20 ans, va rester un peu plus longtemps. Lui, à la base, il joue la map parce que Virtual l'a joué en stream. Alors il a ouvert son jeu, lancé Deep Fear et s'est attelé à la tâche. Il s'arrêtait parfois pour regarder Virtual jouer et reprenait ensuite, terminant donc le circuit en un peu plus de 2 heures. Les jours qui suivent, Execution et Don't Care vont très vite, considérablement améliorer le record du monde jusqu'à descendre 3 jours seulement après la première complétion du circuit, jusqu'à 30 minutes et 56 secondes par... En 3 jours, ça passe de 17 heures à 30 minutes. C'est un peu réduit. Don't Care. Ok, ça c'était l'histoire de la renaissance de la map. Maintenant, c'est l'heure d'introduire notre personnage principal, Moda. Execution et Don't Care, ce sont des joueurs de full speed. Moda, c'est le joueur de full speed, le gars qui domine le domaine depuis des années, qui gagne sans trop de problèmes les tournois full speed organisés depuis 2015, l'homme dont on sait sans le moindre doute qu'il est le meilleur joueur de full speed du monde, un Australien de 25 ans qui, en 2017 déjà, prenait connaissance de l'existence de Deep Fear et qui a bien entendu tenté de terminer la map. En fait, quand il est arrivé, il n'imaginait pas seulement finir le circuit, il ambitionnait déjà de le finir sans réapparaître une seule fois. Bon, ses ambitions du moment vont très vite être arrêtées par les lags infâmes provoqués par le poids du circuit, et il n'y pensa bientôt plus vraiment. 3 ans plus tard, le 1er juin 2020, il tombe, comme Don't Care, sur le stream de Virtual, et quand il voit le jeune Norvégien réussir à faire tourner Deep Fear sans lag et sans crash, il se pose des questions. Quand il trouve ses réponses sur le stream, il installe TM Limiter, et voyant qu'il peut rouler le circuit correctement, il s'y essaye enfin sérieusement, faisant montre, évidemment, de l'excellence toute particulière dont il faut faire preuve en full speed, une excellence qui nécessite, et sur Deep Fear encore plus qu'ailleurs, d'être attentif à deux choses. Premièrement, enchaîner les speed drift aussi souvent et intelligemment que possible. Secondement, réduire son airtime, donc le temps passé par la voiture dans les airs, chaque dixième de seconde passé ailleurs que sur la route étant un dixième de seconde qui n'est pas utilisé pour accélérer. Et sur Deep Fear, qui est une map qui dure plusieurs longues minutes, c'est de cette manière qu'on accumule de la vitesse et qu'on finit par gagner des secondes puis des minutes sur des joueurs moins bons, le speed drift et la réduction d'airtime. Et je crois que quand je regarde Moda jouer, c'est ce deuxième point qui m'impressionne le plus. Voir sa voiture agripper la route malgré la vitesse gigantesque de son véhicule, malgré les virages, les... Il va à une vitesse, je comprends pas. Tu vois pas le terrain, genre. rebords, les atterrissages ultra véloces, sa voiture colle. Ça va d'ailleurs très vite se voir, quand il arrive pour terminer Deep Fear le 5 juin 2020, il prend 6 heures pour aller au bout, et en ayant subi un crash en plein milieu, et tout juste après, il fait un temps de 30 minutes et 26 secondes seulement, en empruntant, comme Don't Care et Execution avant lui, une arrivée alternative, et prenant par là même, sans attendre, le record du monde. Une heure plus tard, Don't Care, qui continue à jouer, le reprend, en descendant tout juste sous les 20 minutes.
Voilà, maintenant je vous laisse intégrer la chose suivante. Ce record de Don't Care le 5 juin 2020 à 17h36, c'est la dernière fois qu'un joueur autre que Moda prend un record du monde sur Deepfear. Je peux laisser quelques secondes à Don't Care pour profiter du moment, on peut regarder la map en même temps si vous voulez. Tiens d'ailleurs, je profite de la pause pour préciser que je n'ai pas pu faire grand chose à tous ces petits bugs visuels, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Le circuit a été mappé comme ça en fait, considérez que ça fait partie de la déco. Du coup j'en profite aussi pour caler certains des dizaines de plans que j'ai filmés ruinés par ces bugs, c'est l'occasion. Ok, le 9 juin 2020, Moda reprend le record du monde en 17 minutes et 53 secondes. Et ça me paraît déjà pas si loin des 10 minutes. Ce n'est d'ailleurs finalement peut-être pas si compliqué d'aller chercher une run en no respawn. Si ? La courbe de progression est honnête et on trouve effectivement les minutes les plus dures à la fin. Dures pour deux raisons. Premièrement, des speed checks compliqués à passer. Secondement, des bugs. TMNF c'est un jeu qui a 15 ans et qui est infesté de bugs, comme des speed drifts qui ne se lancent pas sans raison, ou des ranchtime, des bugs durant lesquels la voiture tape ses bordures de route noire alors que ce sont simplement des continuations plates de la piste, et bon, ça tape. Ou des landing bugs aussi qui voient la voiture perdre instantanément beaucoup de vitesse sur un atterrissage presque parfait et qui n'aurait jamais dû provoquer une perte de vitesse. Bon, que la difficulté d'un circuit soit en partie affectée par des bugs, c'est triste, mais c'est une réalité avec laquelle les joueurs de Trackmania se sont en fait très vite accommodés. Pour eux, c'est normal, c'est TM. Ouais, c'est ça, genre si tu joues depuis des années, tu te dis bon bah le bug c'est normal, puis voilà. MNF, alors il continue à avancer. Donc pour reprendre, quand on regardera des runs, partez du principe qu'à partir de la 7ème minute à peu près, et plus encore à partir de la 9ème, on tombe dans l'extrême difficulté. Juste après ceci dit que je vous parle du passage le plus tendu de la run, la dernière minute, et même cruellement, le dernier saut. Les choses sont bien faites. Ce saut, c'est le saut qui change tout. C'est une longue rampe couverte de boost, au bout de laquelle vous vous propulsez dans les airs, vers une plateforme située plus loin et plus en hauteur. Une fois que vous êtes là-bas, si vous atterrissez correctement, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de grand-chose, c'est presque tout droit, si vous atterrissez correctement, je le répète. Déjà, pour rentrer correctement sur la rampe, il faut que vous tapiez ce bump blanc sur lequel les bugs sont fréquents et qui peut casser votre angle et votre momentum. J'ai vu Moda rebondir sur ce bump un paquet de fois en arrivant sur la rampe, croyez-moi, ce n'est pas trivial du tout. Et même si vous passez, la chose n'est pas jouée, regardez ici, Moda a la vitesse pour faire le saut et atteindre la plateforme suivante, mais en tapant très légèrement le bord, avec un atterrissage qui le dévie délicatement de sa trajectoire initiale, assez délicatement pour que le prochain saut le fasse crash. C'est à ce niveau de détail auquel on a affaire ici, le saut Ah ouais. What the fuck, c'est au pixel près. est affreux. Alors oui, la rampe est couverte de boost, mais ce qui va tout changer, c'est évidemment la vitesse que vous aviez avant d'emprunter la dite rampe, et le seuil minimum de vitesse nécessaire pour atteindre la plateforme du fond est très dur à atteindre dans ces conditions, avec 712 km/h requis. Sur les portions de route qui précèdent la rampe, ça demande une précision phénoménale, une précision requise d'ailleurs au moment le plus important de la run, le tout dernier. Celui qui détermine votre réussite ou non sur l'un des circuits les plus mythiques et les plus difficiles de l'histoire du jeu. C'est ça que Moda doit affronter, et d'ailleurs je le répète une dernière fois, cette histoire n'en est pas une de compétition entre deux joueurs. Ici, l'Australien est seul. C'est entre lui et Deepfear. Et son aventure ne va évidemment pas s'arrêter au 9 juin 2020 avec ses 17 minutes et 53 secondes, 14 juin, 16 minutes 43, 18 juin, 14 minutes 09, 18 juin toujours, 12 minutes 40. Et si son jeu crash juste après, l'empêchant de sauvegarder le replay, peu importe, puisque quelques jours seulement plus tard, le 23 juin, il fera 12 minutes 07 et descendra finalement le record le 1er juillet à 10 minutes et 56 secondes. Ce temps du 1er juillet 2020 Wouah, 10 minutes 56 secondes. il C'est est important aberrant. parce que Moda rentre à ce moment-là dans la zone des 10 minutes. 10 minutes, ça veut dire qu'il n'a fait ici qu'une erreur, à 7 minutes 44 de run, où il clip un morceau de route en diagonale. Là, on commence à sérieusement s'approcher du Graal. Il aurait suffi de quelques millimètres de différence pour que la run soit réussie, et ça ne fait qu'un mois que Moda a terminé la map pour la première fois. C'est tout de même le signe qu'il risque de la finir sans respawn dans les jours, allez, soyons fous, disons les semaines qui viennent. Non. En fait, ce n'est que le début. On est le 1er juillet 2020, donc Moda fait son record du monde, et le jour même sort le tout dernier Trackmania 2020, qui est plus ou moins le même jeu, c'est assez évident visuellement, et que Moda va décider de prendre au sérieux pour une raison en particulier. S'il était jusqu'à présent un joueur très largement spécialisé dans le full speed, il commence depuis quelques temps à développer des ambitions professionnelles. Trackmania a une scène pro depuis longtemps, qui commençait sérieusement à se développer sur Trackmania 2, le jeu qui précède Trackmania 2020, et qui va justement continuer sa lancée sur ce dernier. Et ça intéresse beaucoup Moda. Si le retard qu'il a pris petit à petit sur TM2 s'est accumulé lorsqu'il jouait du full speed, ce nouveau Trackmania, avec ses nouveaux environnements et ses nouvelles mécaniques, va mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Là, tous les joueurs pros vont devoir apprendre de nouvelles techniques sans la moindre avance. Moda va mettre Deepfear de côté et s'entraîner très sérieusement sur TM20, jouant de très longues heures sur ce dernier opus, effectuant une préparation mentale importante avec une spécialiste, et puis participant à 6 semaines de compétition permettant aux meilleurs candidats d'avoir une chance de rejoindre la ligue officielle la plus élevée de Trackmania, la TMGL. Sur ces 6 étapes de qualification se déroulant sur 6 semaines, donc
donc Moda en gagne 3. Plus tard, il affronte des joueurs de TMGL pour déterminer qui a le niveau pour rester ou accéder à cette ligue. L'Australien termine premier au classement général, mettant enfin le pied dans la Trackmania Grand League. C'est là que jouent tous les meilleurs joueurs de la planète, des joueurs professionnels qui gagnent leur vie avec Trackmania et qui s'affrontent pour la plupart depuis des années. Bon, ceci dit, on est en décembre 2020, Moda vient tout juste de se qualifier pour la saison suivante, qui commencera le 24 janvier 2021, ce qui veut dire qu'il n'a pas à jouer immédiatement. Alors évidemment, parce qu'il n'oublie pas, il décide de rouvrir TMNF, l'ancêtre du jeu sur lequel il est désormais professionnel, et de relancer Deep Fear. Malgré le fait qu'il n'ait pas rejoué le circuit depuis des mois, il rentre immédiatement de très bon temps. Un premier record du monde déjà le 18 décembre, crachant à 3 minutes 23, mais gagnant malgré tout 5 secondes sur son temps précédent. Le 25 décembre, ça c'est une date qui va faire mal, préparez-vous, alors qu'il a réussi toute la map sans le moindre crash, arrivé à la rampe finale au saut à 712 km/h, il lui arrive ça. Ça, c'est le clip que je vous ai montré tout à l'heure pour illustrer la difficulté de l'obstacle, et avec Execution, l'un des premiers finishers de Deep Fear, qui a aussi passé plusieurs centaines d'heures à créer un TAS pour la map, on a déterminé que c'était le fait que Moda n'était pas parfaitement droit dans la montée qui lui a fait perdre un tout petit peu de vitesse, puisque la microseconde qu'il a dû passer à se redresser est du temps qu'il n'a pas passé à accélérer de manière optimale. Tout juste assez de temps pour le faire crash ensuite. On peut voir sur la run modifiée de Moda que m'a envoyé Execution que la voiture à la trajectoire rectifiée va légèrement plus vite que celle de Moda dans les airs, le faisant passer la suite sans taper. Ça se joue à ce niveau de détail. Et c'est évidemment affreusement frustrant pour Moda, qui est malgré tout allé chercher le finish alternatif, prenant un temps de 10 minutes 33, un beau record du monde, ce qui n'empêche pas la chose de piquer. Sans se laisser abattre, ceci dit, le 30 décembre, Moda décide de lancer un stream et de terminer Deep Fear comme il le faut. Un stream qui dure 17 heures d'affilée, et durant lequel Moda prend ce temps, 10 minutes et 6 secondes. C'est monstrueux. En fait, on pourrait même croire à regarder ce temps que l'Australien n'a pas crash, sauf que si, en fait, à 9 minutes et 2 secondes, sa voiture, en sortie de looping, s'est très légèrement penchée vers l'avant, ce qui lui a fait rater sa transition, tuant l'espoir d'une run sans respawn. Bon, je sais qu'ici, il n'a pas l'air extrêmement mécontent. Il l'est. Je crois qu'il faut que je vous parle un peu plus de Moda. Je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose qui peut se ressentir avec les quelques rares extraits vidéo que j'ai passés de lui, mais Moda c'est un homme qui est très investi. Quand il fait quelque chose, il le fait sérieusement. Les joueurs pros de la TMGL vont d'ailleurs très vite le comprendre, Moda joue énormément, il se donne à 100%, et s'il n'est à ce moment-là pas le meilleur joueur du monde, il se donne plus que n'importe qui d'autre. Tellement en fait qu'il se fera souvent, les mois suivants, charrié par les autres professionnels. Ce qu'ils regretteront d'ailleurs plus tard, je me permets de le préciser. Bref, c'est vous dire à quel point l'Australien se donne. Et se donner à ce point sur une map aussi difficile, aussi injuste, aussi implacable que Deep. Il doit apprendre des choses, des mécaniques, mieux gérer sa voiture, etc. Ce qui l'aide dans tous les cas pour la partie pro. Fear, au bout d'un moment, ça commence à avoir un impact sur votre santé mentale. C'est du moins ce qui arrive petit à petit à Moda, pour qui Deep Fear devient une vraie source d'angoisse. Il a déjà accumulé plusieurs centaines d'heures sur un seul circuit, à le relancer encore et encore et encore, la même vitesse absurde, les mêmes transitions affreuses, les mêmes bugs incontrôlables en boucle, toujours des runs qui ne diffèrent les unes des autres que dans les crashs que subit Moda. Et ça devient lourd. Et 10 minutes 06, ça a beau être un record du monde, un temps titanesque sur un circuit titanesque, pour Moda, ce n'est rien d'autre qu'un échec. Alors il s'éloigne de Deep Fear. La TMGL reprend et Moda s'y plonge complètement. En 2021, il fait d'excellents résultats, se plaçant 4ème parmi les meilleurs joueurs du monde sur la finale de sa première saison. Une saison qui sera d'ailleurs remportée par Carl Jr., le meilleur joueur de Trackmania du moment. Ah non, attendez, Carl Jr. c'est le meilleur joueur de Trackmania depuis 10 ans. En fait, c'est le GOAT incontesté, celui qui refuse depuis des années de rendre sa couronne et qui a même l'audace de continuer à s'améliorer. Ouais, il faudra bien que je vous en parle un jour. Bref, la même année, Moda joue les championnats du monde où il se fait cette fois-ci éliminer en phase de groupe. Les championnats du monde que Carl remporte, une fois de plus. En juillet 2021, Moda relance Deep Fear quelques jours mais abandonne très vite. Le poids du circuit est toujours trop lourd. Alors en 2022, fidèle à lui-même, il se relance corps et âme dans sa carrière professionnelle, jouant plus que jamais et se préparant pour la finale de la saison et puis pour les championnats du monde. Après une saison extrêmement chaotique due à un nouveau format très particulier et que Moda va dominer, ce dernier arrive finalement lors des playoffs le 24 avril 2022 en grande finale, tout au sommet du monde professionnel de Trackmania, avec un match en 1v1 contre un adversaire que tout le monde connaît bien à vrai dire, mais que personne ne tient à affronter, évidemment, Carl Jr. Le niveau dont les joueurs font preuve lors de ce duel final est stratosphérique, les deux sont excellents, chaque manche est tendue et Carl et Moda se retrouvent finalement en situation d'égalité temporaire. Ils ont chacun remporté 2 circuits et sont tous les deux sur le circuit final en statut de finaliste. Traduction, celui qui gagne ce dernier round gagne le titre. Et vous allez pouvoir observer que quand je vous disais que Trackmania était un jeu qui se jouait à des détails,
Je ne vous mentais pas. Over the uphill and downhill, no jump. Carl is still getting closer. It's still the same gap. Mudda trying to hold on. The last jump. Oh, to il a pris decide l'intérieur. who wins. TMGL this season. Oh, Carl il passe devant. they overtake the lead. Mudda is gonna go for the more speed. Whoever gets it best here wins, and Mudda will have some more speed. Mudda takes it. close, we can't see points! 6,000 What a second the and Mudda fuck? wins the TMGL Grand 6 millième. Mudda l'emporta 6 millième, prenant par là même la première place de la saison. Les championnats du monde se passent très bien pour lui aussi, là où Carl récupère un 5e titre de champion du monde. Mudda, lui, prend une 3e place, prouvant à tous que sa résolution et ses entraînements intensifs étaient complètement justifiés. Et maintenant que sa carrière pro est lancée, qu'il est désormais largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, que la saison TMGL vient de se terminer et que Mudda a plusieurs mois devant lui, il recommence à regarder Deep Fear comme une opportunité plutôt que comme une tâche. Alors il revient et il se donne une dernière chance. Deep Fear, c'est maintenant ou jamais. Et il s'en donne les moyens, comme en 2020, il s'entraîne 2 à 3 heures par jour sur chaque checkpoint individuel, puis il lance son stream quotidiennement et joue à Deep Fear 4 à 5 heures de plus pour des runs complètes. Il se sent vite plus rapide, plus constant sur ce circuit qu'il connaît sur le bout des doigts, sur cette map qu'il a maintenant joué des centaines d'heures, une map qui hante ses pensées depuis 2 ans déjà, qui a sérieusement abîmé sa santé mentale, qui l'a amené proche du burn-out, une map qu'il semble être le seul à être capable de finir sans respawn, dont on lui parle en boucle depuis des années, qu'il a obsédé au point de la jouer et de la rejouer des milliers de fois. Dès qu'une de ses runs dépasse 5 minutes, la pression augmente toujours nécessairement d'un cran, il commence à stresser sérieusement, à trembler par moments. 5 minutes, c'est plus ou moins le moment où la difficulté de la map commence à augmenter, le moment aussi où Mudda se rend compte qu'il peut finir Deep Fear pour de vrai, et mettre fin à des années d'essais infructueux, des années de souffrance, de résignation, durant lesquelles se sont détachés par moments quelques instants d'espoir, durant lesquels il a semblé à Mudda possible, tout juste possible, de tout enchaîner, chaque rampe, chaque virage, chaque speed check, comme les rouages d'une machine complexe qui s'emboîterait finalement, et qui lui permettrait d'enfin mettre un terme à son voyage. Alors il joue, il recommence Deep Fear, en boucle, encore, et encore, et encore. Et puis, le 13 octobre 2022, à 17h23, il se passe quelque chose. J'ai dit 1 minute, c'est des secondes. Je suis un connard. Là, il a 7 secondes. Des streams de Mudda, j'en ai regardé quelques-uns, et je dois vous le dire, ce n'est généralement pas particulièrement le genre à exploser de joie. C'est un type résolu, concentré, qui donne tout dans son jeu, et le savoir délivrer de tant de pression m'a personnellement, sincèrement rendu heureux. 800 heures, des dizaines de milliers d'essais, une lutte entre Mudda et Deep Fear, et puis finalement, entre Mudda et Mudda, qui se clôt par une run sans crash, et par une run qui plus est, qui passe la barre des 10 minutes. Je ne pouvais pas en demander plus. Sur son stream, c'est assez amusant, juste avant son record du monde, il passait du temps à discuter avec son chat, se remémorant les bons moments passés sur TMNF, ce jeu qu'il a introduit à Trackmania, sur lequel il s'est fait de nombreux amis, et sur lequel surtout, il a fait la découverte du full speed. Ce 9 minutes 59 sur TMNF, c'est un ensemble d'adieux. Un adieu à Deep Fear, un adieu à TMNF, et un adieu au full speed. Ce 13 octobre 2022, c'est une page de sa vie qui se tourne, et une autre qui peut définitivement s'ouvrir. Aujourd'hui, Mudda est toujours l'un des meilleurs joueurs professionnels de la planète, il vient d'ailleurs de remporter le tout dernier split TMGL en duo, que voulez-vous que je vous dise de plus? Ses chaînes Twitch et YouTube sont en description, je vous ai même mis le lien de son record, si vous voulez y faire un tour et y laisser un petit message de félicitations. N'hésitez pas. De notre côté, avec Rastats, l'homme qui m'a épaulé pour fabriquer cette vidéo, on a décidé de mettre une petite prime de 200 € sur le circuit mini-golf de la campagne Community Speedrun. Le Community Speedrun, c'est une campagne de 25 circuits communautaires très impressionnants qui montre toute la diversité du nouveau Trackmania tout en servant de bon terrain d'apprentissage du jeu, donc les débutants, n'ayez pas peur d'essayer. Le tout dernier circuit de la campagne, c'est un circuit où il faut viser les 18 trous du mini-golf sans pouvoir tourner sa voiture quand on franchit la ligne noire. En gros, on lui donne de l'impulsion dans la bonne direction pour qu'elle rentre dans le trou en glissant, comme du mini-golf quoi. Sur ce circuit, c'est Rastat qui a le record du monde en 2 minutes 04 et il serait curieux de voir si quelqu'un serait capable de descendre sous la barre des 2 minutes, gagnant par là même la prime de 200 € quand même. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour dans la description, dans laquelle vous trouverez aussi, je le rappelle, les liens d'Olskern. Bon, je sais que ça fait beaucoup de choses sur lesquelles cliquer, faites comme bon vous semble. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont permis de faire cette vidéo, c'est l'une de celles qui m'a demandé le plus de travail, je crois, et qui n'a été possible que grâce à Rastat, qui ne s'est pas seulement contenté de corriger mon texte, mais qui a en fait cherché toutes les informations nécessaires à la création de cette vidéo. Je n'ai d'ailleurs mis que la moitié de ce qu'il m'a envoyé, imaginez un peu. Merci aussi à Mudda et à Virtual pour les informations qu'ils nous ont données, merci à Execution pour son aide et ses conseils et pour ses tasks que j'ai utilisées pour illustrer certains passages, et merci enfin à TRK d'avoir eu la patience de répondre à toutes mes questions vis-à-vis de la création de plans sur TMNF. J'espère que t'es pas trop déçu de ceux que j'ai réussi à faire, il y en avait quand même plus de 200. J'ai charbonné mon gars, je te le dis. De mon côté, comme toujours, je vous remercie, je vous embrasse. Plus de 200 plans, what the fuck. Tchuss. Oh, ces vidéos sont toujours aussi incroyables. Oh, c'est quelque chose quand même, je vous le dis.
J'aime bien. J'aime bien. Non! Non mais oh! Faut demander autorisation pour faire ça? C'est des miniatures, bon. Bizarre. Genre celle en haut à droite. Bref. Allez. Pourquoi pas? Ouais, bon, du coup, comme prévu, le live est écourté. Voilà. Malheureusement. Mais bon, que voulez-vous? Hop. Faites pas gaffe sur le lit. C'est rien. Bref. Le live est écourté. Malheureusement, voilà, je vais couper. Ça fait 1 heure, même pas. Mais ouais, c'est... Oula. C'est... J'allais dire c'est le bordel, mais je sais pas comment dire. Comment dire Bah la surveillance en maintenance, comme j'ai dit, quoi, mais... Pas de plan de secours, quoi. Voilà, c'est ça. Je sais pas, de plan de secours. Faudrait que je prévoie quelques jeux à faire en cas où que j'ai pas de jeu. Pourquoi cette scène? J'ai appuyé sur la barre espace sans faire exprès, ça a mis cette scène. Ok. Bah voilà. Voilà la vidéo en grand écran, comme vous pouvez voir. C'est incroyable. La vidéo est magnifique. Non. Voilà. Là, c'est mieux. Bref. Bah nous, on va se dire à demain. Voilà. Demain, c'est Satisfactory, normal. Ouah. C'est pas plus mal que je finisse maintenant, en fait. Mais du coup... j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Satisfactory, ça c'est certain. Je crois de mémoire que First a dit qu'il allait venir. J'ai un doute. On verra bien. Du coup, on sera tous les 4 Satisfactory. Du coup, bon, si vous voulez venir check, tranquille. Voilà. C'est cool, Satisfactory. Casse-tête? Cool. En plus, j'ai récupéré plein de disques durs. On a débloqué des crafts. Du coup, on va faire de l'automatisation de l'ordinateur, je pense. Ensuite, on va rechercher des disques durs avec la map que j'ai. Et du coup, les disques durs, on va pas redevoir chercher lesquels ont été récupérés et non. Et ceux d'autres non. Bref. Voilà. Demain, le planning aussi. Du coup, je pense que ça va être à peu près la même chose. Juste, je vais mettre live libre au lieu de survie. Je suis obligé. Parce que du coup, la survie, je sais pas si ce sera bon. Du coup, normalement, 3 heures de Satisfactory demain. Mardi, mercredi, off. Jeudi, Satisfactory aussi, 3 heures. Vendredi, live libre. Samedi, live libre. Dimanche, live... non. Non. C'est live Lego. Ah ouais, bah, il faut suivre, c'est sur le Discord. Hein. Voilà, tout simplement. Tout est sur le Discord. Événement, on clique sur la petite cloche. Et voilà, on a notif. Simplement. Ou sinon, juste ce follow là en dessous. C'est par... un peu plus en bas, mais par là. Voilà. Nous sommes à 58 minutes et 10 secondes de live. On entend le start. Du coup, bah, 1 heure pile, ce sera coupé. Mais moi, je vais quand même faire la transi pour la fin. Pour la scène de fin. Du coup, au revoir. Et à demain pour du Satisfactory. Et de la survie bientôt. Ou ça va pas laguer.